Mais ça, c'est un élément important quand on crée la fonction. Il ne faut vraiment pas hésiter à se dire, on a vécu avec 100 mois sans cette fonction-là jusqu'ici. Ils vont survivre pendant 3 mois de plus. Il ne faut pas hésiter. Moi, j'en avais parlé avec le président et j'avais dit, il faut m'oublier. Il avait soutenu, et ça c'est important d'avoir le soutien de la direction parce qu'on vous attend, on a très très envie que vous rentriez dedans. Parce que je pense que quand on arrive dans le bain, il y a de quoi être un peu effrayé, de se dire qu'est-ce que je fais là, je vais faire 3 pas en arrière. Et... Il faut, ça répond à la question d'avant, qu'est-ce qu'il faut pour être un directeur juridique. On n'a pas assez parlé de pression, mais une bonne capacité à absorber la pression, et ça c'est clair. Rémi, peux-tu nous faire un petit cours de M&A et nous raconter ce qu'il y a un SPAC et une IPO? Merci pour cette question. Nadège, tu es sûr Non, je te passe la main. Il y a quelque chose qui se joue beaucoup autour de la communication. Ce qui, la veille, pouvait être un post LinkedIn simple, devient quelque chose à enjeu parce qu'on est une société cotée. Donc, en fait, il y a plein de choses. Il faut faire extrêmement attention à la manière dont on communique. Alors, première question, et pas des moindres, à tous les deux. Pourquoi est-ce qu'on est venu vous chercher pour devenir directeur et directrice juridique de vos entreprises respectives? Je me lance. Moi, je suis arrivée chez Getaround en 2018. Il n'y avait jamais eu de juriste, de directeur juridique ou de fonctionnaire juridique en général dans l'entreprise. Il était grand temps d'en avoir une parce que... Alors, il y a sans trop détailler le fonctionnement de l'entreprise, mais on était quand même vraiment à un carrefour. Quand je suis arrivée, déjà 2017, c'était l'année où on avait rajouté un 6e pays. Donc on est présent, on est encore en France, Belgique, Autriche, Allemagne, Espagne et Royaume-Uni. Donc ça faisait tout un paquet de législations, de réglementations parfois différentes qu'il fallait encadrer. Et puis Getaround, c'est un modèle qui est un peu particulier parce que donc on est sur une marketplace avec 4 acteurs principaux qui doivent conjuguer leurs besoins. Donc on a le locataire, le loueur, l'assureur et Getaround. Donc en cas de conflit, ça fait quand même 4 visions différentes. On a un gros enjeu. Alors effectivement, on sort de louer des voitures, que les gens puissent se louer des voitures, mais on a aussi un gros enjeu autour du risque, parce qu'on met des voitures à disposition dans la rue à plus de 10 000 euros pour tout le monde qui pourrait être... on doit conjuguer avec ce risque-là. On a des enjeux technologiques importants qu'il fallait aussi encadrer avec beaucoup de données, donc des contraintes autour de la RGPD. Et puis, les utilisateurs chez nous, ils ont tous une expérience en fait différente. C'est assez particulier quand on est une marketplace où, en fait, ce qu'on offre aux gens, c'est d'avoir un véhicule qui est immédiatement accessible en quelques minutes ou quelques mètres. Donc, forcément, il va y avoir des voitures différentes avec des modèles, un prix, une ancienneté différente. Et donc, en fait, contrairement à la plupart des plateformes où l'expérience va être standardisée, chez nous, les gens vont avoir toute une expérience différente. Donc, il faut en fait être en train de jongler avec des situations et des risques qui vont être en permanence changeants. Donc, il fallait encadrer tout ça. Et puis surtout, je suis arrivée au moment où on était en pleine levée de fonds. Alors, on avait plusieurs options. C'était la levée de fonds ou c'était une sortie ou un partenariat majeur. Et donc, on était en discussion pour le rachat par Getaround. Et ça a eu lieu donc en 2019. Donc, il était grand temps de mettre un peu d'ordre juridique dans tout ça, et c'était un grand besoin. Et toi, Rémi ? Alors, c'est une histoire assez différente, puisque moi, j'ai rejoint Deezer, il y avait déjà une équipe juridique en place, une équipe qui s'occupait essentiellement du licensing, donc de la sécurisation du catalogue qu'on stream sur l'application, puisque Deezer, c'est 90 millions de titres. La moitié de ces titres environ sont sécurisés via la signature des contrats avec les 3 majors, Sony, Universal et Warner. Mais en réalité, pour avoir un mapping
complet du catalogue de 90 millions de titres qu'on met à la disposition des utilisateurs. Il faut contractualiser avec près de 300 ayants droit dans le monde entier, ce qui effectivement a nécessité la mise en place d'une équipe juridique dédiée, spécialisée sur ces sujets de licensing. Et donc moi, je suis arrivé en 2016, dans un premier temps, pour internaliser la fonction droit des sociétés, M&A, gouvernance, enfin ce qu'on appelle legal corporate dans le jargon. Et puis progressivement, puis ça fait plus de 6 ans que je suis dans la boîte, j'ai élargi en fait mes compétences pour être nommé en 2021 directeur juridique de Deezer. Et du coup, selon vous, qu'est-ce qui fait d'un ou d'une juriste un bon ou une bonne prétendante pour un poste de dirju ? Moi, je dirais en premier lieu qu'il faut être très polyvalent. Faut avoir, alors, tout particulièrement dans une start-up, faut avoir une capacité à jongler avec beaucoup de sujets. On a pas tous. Certaines sont très structurées dans les outils, les moyens, les databases, les choses comme ça, mais pas toutes. Moi, quand je suis arrivée, c'était pas le cas. Donc, faut être capable d'aller un peu au charbon et puis voilà, comme je disais, d'être très polyvalent. Objectivement, alors c'est jamais le sujet qui fait plaisir, mais avoir une grosse capacité de travail aussi, c'est une réalité. Je casse un peu le mythe du juriste qui quitte les cabinets d'avocats pour aller se reposer en entreprise. Je pense aussi que ce qui est important pour un candidat au dirju, c'est aussi apporter un peu de seniorité dans les startups. Souvent, alors on a des populations qui vont être très jeunes, qui vont avoir une idée à la minute, c'est génial, mais ça peut partir dans plein de directions et apporter un peu de hauteur, probablement un peu de sang-froid dans des moments qui peuvent être plus difficiles, parce que ça arrive aussi dans ces environnements très très mouvants. Ça, c'est important. Et d'ailleurs, c'est avec ce raisonnement-là en tête que c'est en 2020, j'ai aussi pris la fonction de directrice RH. Bon, c'était pas banal comme moment, parce qu'on était en pleine crise du Covid et on est une entreprise dans la mobilité, donc c'était assez engageant et c'est une expérience qui est extrêmement intéressante aussi parce qu'il fallait apporter cette seniorité-là, mais aussi parce que ça m'a amené à être dans des enjeux stratégiques très complémentaires et finalement à être dans encore plus de sujets autour de la stratégie de l'entreprise et pouvoir apporter aussi un peu plus d'expérience, on va dire en tout cas en tant que bagage professionnel. Donc, je pense que c'est un point qui est important, tout particulièrement dans les start-up, scale-up aussi. Et toi, Rémi ? Ouais. Non, je pense que ditto tout ce que vient de dire Nadège. Je pense que la particularité d'un bon dirju de start-up ou scale-up, c'est l'hélicoptère en fait. C'est l'image de l'hélicoptère, c'est-à-dire que on nous demande quand même deux choses qui peuvent être assez antinomiques. On nous demande quand même de continuer à faire, parce qu'on est... Alors, c'est particulièrement vrai en ce moment avec la mode de la croissance profitable. C'était peut-être un tout petit peu moins vrai encore jusqu'au début de l'année 2022. Mais on est quand même dans un contexte où, effectivement, désormais, on nous demande vraiment de continuer à être opérationnel, de mettre les mains dans le cambouis. C'est aussi une façon de lead by example, hein, de montrer aux équipes que nous aussi on fait pas que les aspects les plus sympas, mais aussi on nous demande effectivement d'être stratège, d'avoir une vision pour l'équipe et également pour la boîte d'une certaine façon, et effectivement cette double casquette, c'est pour moi ce qui fait que effectivement le métier n'est pas fait pour tout le monde, et en tout cas c'est une vraie qualité à développer, et moi à titre personnel je trouve que c'est vraiment ce qui fait la richesse du métier, de pouvoir effectivement développer à la fois sa vision stratégique mais également de rester proche du terrain. On parle beaucoup des 100 premiers jours quand on prend un poste. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier jour en tant que directeur ou directrice juridique ? Alors, je ne me rappelle
pas précisément de ça, mais en revanche, le sentiment que j'ai, puisque on a en commun avec Nadège d'être d'anciens avocats, le sentiment que j'ai, c'est le même sentiment que celui d'un avocat éméné qui ouvre sa data room et qui découvre avec horreur ce qu'il va devoir digérer sur les prochaines semaines. Et en fait, il y a une vraie particularité au métier de juriste ou de directeur juridique par rapport au métier d'avocat, c'est qu'en fait, notre mandat n'a pas de début et n'a pas de fin. On peut littéralement travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a une matière à faire. Surtout aujourd'hui, il y a du droit absolument partout. Donc, je pense que ça, c'est une vraie particularité du métier de juriste par rapport au métier d'avocat. Un avocat, lui, est tenu par les limites de son mandat et d'une certaine façon, ça peut être assez rassurant. Et donc... La même idée, effectivement, s'applique pour le directeur juridique, où je pense que pour une prise de poste, ça peut être assez effrayant, entre guillemets, de voir effectivement toute cette matière. Donc je pense qu'il faut vraiment être très discipliné dans son approche quand on prend son poste, à pas ouvrir tous les sujets. Moi, ce que j'avais en tête, c'était de faire un reverse audit quand j'ai pris mes fonctions. Donc vraiment de prendre le temps d'auditer la société, de regarder quels sont les sujets, quelles sont les zones de risque, etc. Et en pratique, sur les 100 premiers jours, je pense que je me suis fait happer, alors pas comme Nadège, puisque Nadège, je comprends, a rejoint la société en plein milieu de son rachat par Getaround, mais effectivement happé par le quotidien. Et en réalité, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de découvrir les sujets au fur et à mesure qu'ils se présentent, plutôt que de faire un reverse audit un peu aride, théorique et déconnecté du business. D'ailleurs, à cet égard, une réflexion que je me faisais en préparant ce podcast, c'était que précisément pour prendre ces fonctions, il n'y a rien de mieux en fait que de demander aux investisseurs qui font des rapports d'audit au fur et à mesure de leurs différentes levées de fonds, de demander en fait d'avoir accès à ces rapports, puisque c'est vraiment la meilleure façon pour le directeur juridique de s'emparer des sujets, d'avoir une vision à 360 de la situation du juridique dans la société. Et moi, je regrette que ce soit pas quelque chose qu'on voit vraiment souvent, alors même que c'est dans l'intérêt de toutes les parties, y compris des investisseurs, que ces rapports soient mis à disposition de celui qui est le plus à même de les faire vivre, et donc le directeur juridique. Et toi, Nadège ? C'est exactement ce que disait Rémi. Moi, j'étais un peu catapultée en plein dans le rachat. Et puis dans cette situation où il n'y avait pas eu de fonction juridique avant. Donc, mais c'était un mal pour un bien d'avoir les deux en même temps, parce que il fallait rentrer dans tout ce que l'entreprise était, là, comprendre les process, l'existant, où étaient les risques, rentrer vraiment dans les métiers de chacun. C'est indispensable pour pouvoir faire la due diligence, pour pouvoir négocier aussi ensuite et rédiger tout le deal d'acquisition. Donc, ce travail-là qui a eu sous-jacent de collecte de l'information pour pouvoir prendre le poste finalement et monter la fonction juridique, il était ça ressemblait beaucoup à ce qu'il fallait faire pour pouvoir monter le projet d'acquisition. Donc moi, ces 100 jours, je m'étais dit dès le départ, avant même de savoir qu'on était vraiment déjà aussi avancé dans le projet d'acquisition, je m'étais dit pendant 100 jours je ne fais rien, mais en fait je n'aurais pas eu le choix et il fallait absolument que je ne fasse rien d'autre. Mais ça, c'est un élément important. En fait, on a vécu sans vous jusqu'à là. Quand on crée la fonction, faut vraiment pas hésiter à se dire, on a vécu avec 100 mois, sans cette fonction-là jusqu'ici. Ils vont survivre pendant 3 mois de plus. Et il faut pas hésiter. Moi, j'en avais parlé avec le président et j'avais dit, faut m'oublier. Il avait soutenu, et ça c'est important d'avoir le soutien de la direction parce qu'on vous attend. On a très très envie que vous rentriez dedans. Il y a quand même des sujets.
faut aussi régulièrement, voilà, c'est une façon de rentrer, de comprendre les rouages, le fonctionnement de l'entreprise. Donc, il faut rentrer, mais il ne faut pas hésiter à laisser de côté. Après, cette phase d'audit, moi, je la trouve assez passionnante. Quand on comprend comment l'entreprise est structurée, on va aller aussi regarder qu'est-ce qui existe, est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est pas forcément adapté, est-ce que ça ne marche pas du tout, est-ce qu'il y a rien. Et en fait, après, on a déjà notre mapping. La due diligence fait le mapping pour tout ce qu'il y aura à construire après. Donc, c'est assez génial, ça se fait. C'est facile. En tout cas, ce que tu dis, ça fait quand même le lien avec tes phrases d'avant sur il faut être patient, avoir du sang-froid, etc. Ouais. Parce que je pense que quand on arrive dans le bain, il y a de quoi être un peu effrayé, de se dire qu'est-ce que je fais là, je vais faire 3 pas en arrière. Et... mais c'est clair, il y a énormément de pression. Et sur, là, on parle d'IPO, mais en général, effectivement, c'est des postes où il peut y avoir une bonne part de pression, et quand on rajoute à ça en plus un projet qui est aussi majeur, enfin on va être très clair, c'est aussi des projets qui sont là pour pouvoir lever des fonds dans une entreprise qui en a besoin à ce moment-là. Donc c'est critique, et ça repose pour beaucoup sur vous. Il faut, ça répond à la question d'avant, qu'est-ce qu'il faut pour être un directeur juridique. On n'a pas assez parlé de pression, mais une bonne capacité à absorber la pression, et ça c'est clair. Okay. Et du coup, après cet audit, votre arrivée, etc., quels sont les premiers chantiers que vous avez décidé de mener en tant que directeur? L'acquisition, pour le coup. Alors, le premier jeu, il est venu à moi sans que j'ai vraiment le choix. C'était pas vraiment un choix. Même si je suis ravie quand je dis que c'est pas un choix. Mais ça, c'était vraiment ça, le premier projet. Dans mon cas, ce chantier-là de l'acquisition par l'entreprise, il était assez particulier en plus, je pense, parce que faut le dire, on a été une des plus grosses acquisitions dans la French Tech à l'époque. On a été acheté 300 millions de dollars, et c'était assez marquant à ce moment-là. En plus, on peut avoir pas mal d'acquisitions qui sont importantes ou des entrées en bourse. Mais ce qui était super aussi avec la façon dont ça a été fait avec ce montant d'acquisition, c'est que ça a permis aussi à nos investisseurs historiques de repartir avec une belle plus-value, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ça, c'était plutôt chouette. Puis on était racheté par une entreprise qui avait exactement la même histoire que nous, la même taille, qui avait été créée en même temps, avec la même technologie. Donc, ça l'a aussi rendu assez particulier. Et puis, il fallait animer tout ça avec plus de 150 salariés en Europe. Donc, un très, très beau chantier, premier chantier en arrivant, qui m'a bien occupée. Et je rajoute quand même avec un acheteur américain, 9 heures de décalage horaire, parce qu'avec la Silicon Valley, donc il fallait faire toutes ces négociations-là à moitié de nuit. Et ça a fait 6 mois de négo assez intenses. Voilà. Joie. Exactement. En ce qui me concerne, c'est difficile de choisir parce que effectivement, on a tous en commun qu'on travaille en multitask, donc compliqué de choisir un chantier. Celui qui me vient à l'esprit, c'est le schéma d'intéressement des salariés au capital et du management. Je pense que c'est un chantier qui est particulièrement intéressant parce que d'abord, je pense qu'il y a c'est un sujet dont on parle beaucoup, mais en réalité, il y a assez peu de vrais spécialistes sur la place en matière d'instruments d'intéressement des salariés au capital. Et une fois qu'on a mis le droit de côté, il y a un vrai sujet pratique qui, à mon sens, n'est pas nécessairement totalement maîtrisé par les cabinets. C'est vraiment une pratique propre aux directeurs juridiques et qu'on développe entre directeurs juridiques, je pense, dans des forums comme le Fleet Network animé par Pierre Landy et par Audrey Deléris, qui nous permet, entre directeurs juridiques, notamment de Licorne, d'échanger sur des sujets aussi pratiques. Donc, comment est-ce qu'on implémente un plan d'intéressement des salariés au capital quand on est sur
du multijuridictionnel, puisque les instruments ne fonctionnent pas nécessairement quand on est sur des bénéficiaires qui ne sont pas des bénéficiaires français. Les différents types d'instruments et leurs philosophies aussi qui sont différentes. Une action gratuite n'a pas le même mécanisme et le même incentive économique à nouveau qu'un stock option. Et puis il y a un troisième volet qui est vraiment extrêmement pratique, c'est le trend ou la pratique désormais dans nos sociétés, c'est d'attribuer du capital à 100% des salariés. Quand on est sur des sociétés qui ont 500, 600, 1000, 1200 salariés, il y a un vrai sujet pratique de comment est-ce qu'on met en place la documentation. Et ça, je pense très naturellement à un sujet qui pourrait être un sujet de LegalOps, en fait. C'est un sujet qui, il y a quelques années, concernait une population de 20, 30, 40 personnes et qui désormais concerne, pour la plupart des sociétés de notre industrie, 100% des salariés, quoi. Oui, c'est une partie du knowledge management, mais du coup, très interne par rapport au corporate. Et du coup, quel serait votre plus gros chantier ? Non, pardon, je vais la refaire. Du coup, quelle a été votre plus grande bataille ou votre plus gros combat en tant que DJ ? C'est un grand classique, ce que je veux dire, mais c'est toujours réussir à amener la fonction juridique à sa bonne place et sortir un peu du cliché, on en parle encore, mais ça reste une réalité, le cliché du juriste qui va énoncer la règle de droit et donc qui va amener un cadre et empêcher de faire, plutôt qu'être un facilitateur. Donc, un combat, c'est de réussir à casser ça. Alors pour ça, faut créer des opportunités pour montrer qu'on peut avoir une vision extrêmement pragmatique de l'application du droit. Il faut être clair, le directeur juridique, il va devoir être créatif au sein d'un cadre juridique. Et son but, c'est pas juste de poser ce cadre-là, mais c'est d'aller créer à l'intérieur. Sinon, il sert pas à grand-chose. En tout cas, ça enlève beaucoup de l'intérêt d'internaliser la fonction. Donc, faut aller créer des opportunités moi, je dis de lâcher. Si le risque est faible, c'est pas grave. Il faut. En fait, on est là pour faire tourner une entreprise et faire de l'argent et pas faire du juridisme. Donc, après, c'est des opportunités qui se créent. Il faut aussi les mettre un peu en avant. Quand on lâche, il faut expliquer pourquoi. Mais c'était pas grave. Le risque était minime. Mais il y a quelque chose souvent on parle de risque faible. Mais il faut aussi pas oublier de se dire, faut cumuler la notion d'importance du risque avec sa probabilité. On voit aussi pas mal de juristes qui oublient de parler de la probabilité du risque. Et puis, de demander aux opérationnels, mais on pense qu'on va gagner combien avec ce projet, cette idée, parce que forcément, ça fait partie du risk assessment. Donc, et ça, plus vous le faites et plus on voit que vous êtes dans cette optique-là, donc très business partner, comme on dit, forcément, plus ça va dans le bon sens, plus vous construisez et que vous êtes vraiment, en fait, un outil comme beaucoup d'autres fonctions. Donc ça, c'est un vrai chantier, ça, je veux dire, un challenge. Donc, business first, mais en balançant les risques. Exactement. Oui, et puis en allant inventer des solutions aussi, en étant aussi créatif que possible. Ouais, et surtout, je réagis immédiatement sur ce que dit Nadège, qui parlait de probabiliser le risque. Je pense effectivement qu'il y a un vrai bénéfice. Enfin, une des choses que j'ai vraiment découvertes chez Deezer, c'est comment la fonction financière est complémentaire de la fonction juridique. Et effectivement, on a eu fait ce que Nadège suggère, à savoir, nous, on arrive avec notre analyse juridique, et puis en travaillant vraiment main dans la main avec la direction financière, probabiliser vraiment avec des financiers le risque et vraiment le quantifier. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que je trouve extrêmement intéressant. D'abord, les financiers, souvent, sont extrêmement réceptifs à la matière juridique, puisque le raisonnement est quand même assez proche. Et moi, c'est quelque chose que j'ai
que j'apprécie vraiment, tout particulièrement chez Deezer, le binôme que je forme notamment avec le directeur financier adjoint, Karl de Place, et cette illustration ou cette image de la probabilisation en est un bon exemple. Je pensais aussi à un deuxième sujet qui concerne effectivement donc ce que disait Nadège sur le juriste business partner. Ça, il y a un sujet, je pense, qui est important. Alors, à nouveau, je ne fais pas de pub pour Pierre Landi, mais c'est vrai on l'entend beaucoup parler. Mais presque. on l'entend beaucoup parler. Il est très présent dans la communauté. Et effectivement, c'est un de ses chevaux de bataille et à juste titre. La place du directeur juridique, au COMEX. Et ce que dit Nadège, à savoir le juriste qui doit être avant tout un business partner, qui ne doit pas être un empêcheur de tourner en rond. Et si je vais plus loin, un juriste stratège avec une vision, ça s'acquiert nulle part ailleurs qu'au COMEX. Et effectivement, je remercie Pierre de nous pousser dans nos retranchements sur ce sujet-là qui est vraiment essentiel en fait pour arriver à l'objectif que nous assigne Nadège, d'être des juristes business partners. En fait, j'embrasse Pierre aussi. Je sens qu'il y a un truc autour du fait de donner à Pierre sa juste place. Je l'aime beaucoup aussi. Mais c'est rigolo ce que tu dis sur la finance. Moi, je travaille finalement assez peu avec l'équipe finance. Mais mon président, c'est un financier dans l'âme. Et je sais que... Enfin, dans l'âme, non, de profession. À la base, c'est un financier. Et ça, c'est la question automatique. Dès que j'arrive avec un gros sujet, il me dit, mais c'est quoi le pourcentage de chance? Et alors, la question du pourcentage de chance, tout le temps. Elle est tout le temps là. Et c'est en fait la meilleure question possible. De temps en temps, on peine un peu. Pourcentage, là, comme ça, à la volée. Mais c'est histoire de dire, attends, on parle de 20, on parle de 60, on parle de 90. Et ça, en fait, il faudrait le mettre dans tous les manuels, en fait. Est-ce que ça te rappelle l'époque où tu étais avocatée ou des directions juridiques te demandaient le pourcentage de... J'ai pas dans les rebondi. Alors non, parce que j'ai pas rebondi, j'étais CPI. Donc moi, je viens des marques dessins et modèles, donc je n'ai pas passé le barreau. J'étais en cabinet, mais en tant que CPI. Et non, justement, c'est compliqué de demander à un avocat. Mais c'est pas son boulot, c'est pas son travail. Côté direction juridique, moi, je l'ai fait des dizaines et des dizaines de fois. De demander à un avocat quel est le pourcentage. Et il répondait facilement. Non, avec difficulté, mais néanmoins, ils avaient l'obligation de répondre mais parce bien que, sûr. du point de vue contrôle de gestion, nous, on avait des reportings à faire en interne qui nécessitaient d'avoir une vision. Et il fallait qu'ils s'engagent, même... très largement sur une fourchette ou un râteau, mais oui, d'accord, mais par contre, pourcentage de chance de gagner, de perdre, on est bien, on n'est pas bien. Eu égard à la jurisprudence en vigueur. Réponse très normande. Ouais, c'est ça. Bon, mais oui, mais c'est aussi on va penser qu'on fait du bashing des avocats qui apportent aussi sur 1000 sujets des technicités dont on a absolument besoin et donc je suis aussi très admirative du métier. C'est juste que le risque est pas le même. On n'est pas là pour la même fonction et je peux comprendre aussi que il y a des risques sur lesquels ils ne souhaitent pas s'exprimer de matière. Bien sûr. Non, en réalité, c'est très inconfortable comme position, mais tout comme pour toi, ça doit être aussi très inconfortable de réussir à mesurer avec certitude le pourcentage de chances que le risque se produise. Ah oui, clairement. C'est clair. Je voulais plus souligner le fait qu'on était dans le même bateau de ce point de vue. Je comprends. Jean-Noël Barrot et le gouvernement ont posé un objectif auprès de l'écosystème de la French Tech de 10 licornes qui feraient une IPO d'ici 2025. C'est bientôt et c'est un objectif assez précis et chiffré. Vos deux IPO ont eu lieu avec 5 mois d'écart dans 2 bourses différentes, à Paris pour Deezer et à New York pour Getaround, avec tous les deux la forme d'un SPAC. Est-ce que, Rémi, peux-tu nous faire un petit cours de M&A et nous raconter ce qu'est un SPAC et une IPO? Merci pour cette question. Nadège, je suis sûr. Je te passe alors, je vais vous faire la version courte.
Non, l'introduction en bourse, en 2 mots, c'est l'opération qui permet à une société, ou dans le cadre de laquelle une société va coter pour la première fois les actions qui composent son capital sur une bourse de valeur. Et donc, à l'issue de cette introduction en bourse, 100% ou en tout cas une partie de son capital sera coté et pourra être échangé sur les marchés. Et puis, toujours dans le cadre de cette opération, on va venir faire une offre au public. Donc, la société va lever des capitaux, à la fois auprès d'investisseurs institutionnels, mais également auprès de particuliers, puisque 10% des capitaux levés doivent être offerts, doivent être réservés aux particuliers. C'est une des particularités. Donc l'introduction en bourse, c'est vraiment une opération de droit boursier gouvernée par essentiellement les contraintes du droit boursier. Le SPAC, accrochez-vous. Pour quel acronyme, du coup? Alors, Special Purpose Acquisition Company. Tu disais ça pour... C'est une question piège. On dit tellement SPAC qu'on oublie. J'aime bien, je préfère, effectivement, j'aime pas trop les acronymes, je préfère le terme de Blank Check Company, qui, à mon avis, est beaucoup plus parlant, donc une société chèque en blanc. Donc, les SPAC, c'est une figure qui a été créée dans les années 80, je pense, qui est revenue à la mode, je dirais, en 2020 et 2021, surtout aux États-Unis. Ça a un peu pris en France en 2021. Et puis, de manière générale, le marché s'est retourné pour plein de raisons. Et donc, le mécanisme du SPAC est le suivant. Donc, c'est essentiellement des personnes qu'on va appeler des sponsors. Donc, les sponsors vont venir créer un véhicule, une coquille vide, et donc qui s'appelle un SPAC. Bon. Les sponsors, ils ont pour particularité d'être soit des entrepreneurs de renom, soit des banquiers d'affaires ou des gérants de fonds, mais vraiment dans en leur nom propre, hein, pas en qualité de représentant de leurs institutions. Et puis, ça va aussi être des personnalités du showbiz. Donc, par exemple... Jay-Z, ou on a aussi des personnalités du monde du sport, par exemple Serena Williams. On en est arrivé à une période, il y a même des chansons dont le nom m'échappe, maintenant le titre m'échappe, mais il y a même des chansons qui ont été faites sur ça, qui reprenaient plus ou moins un peu le même principe que Jacques Séguéla quand il disait t'as pas de montre à 50 ans, t'as pas de Rolex à 50 ans, t'es un loser. Bon, bah, si en 2021 t'avais pas un SPAC à ton nom, t'étais aussi un loser. Bon. Donc ces personnes-là, elles vont créer leur coquille vide, et dans la coquille, il n'y a rien, si ce n'est que elles ont créé par des personnes qui sont très brillantes. Bon. Ces personnes-là vont faire une IPO, donc la même chose que j'ai décrit plus tôt. Ils vont venir introduire le véhicule sur les marchés et lever des fonds autour d'un projet qui est un projet qui recouvre 2 aspects. Numéro 1, acquérir une société. Et numéro 2, acquérir une société, mais dans un secteur déterminé. Donc on a des SPAC qui vont être dans l'industrie, dans le retail, dans l'entertainment, dans l'environnement ou les énergies vertes. Bon. Au cas d'espèce, Nadège, je serais curieux de savoir quel était le secteur de ton SPAC, mais le SPAC avec lequel Deezer a fusionné, qui s'appelait i2PO, était un SPAC spécialisé dans l'industrie du divertissement. Donc, je vous
aura pas échappé que Deezer est une société, entre autres, du divertissement. Et donc, 2 de nos 3 sponsors, Iris Knobloch et Mathieu Pigasse, si je vais vous lire leur résumé, vous allez comprendre de suite. Iris Knobloch, nouvelle présidente du Festival de Cannes, ancien dirigeant de Warner Media, donc le cinéma, pas la musique. Et puis Mathieu Pigasse, ancien CEO de Lazare Frères et désormais banquier d'affaires chez Centerview, mais surtout actionnaire des Inrock, de l'Obs, du Monde et de Rock en scène. Donc deux sponsors très focus sur l'industrie du divertissement et donc qui ont une vraie légitimité à se positionner sur ce secteur-là. Donc le SPAC fait son IPO et il lève des fonds dans ce cadre-là. Okay. Une fois que ces fonds sont sécurisés, le SPAC a pour objet social d'acheter une cible dans le secteur dans lequel il intervient sous 2 ans. Okay. Donc là, le SPAC va aller voir Deezer en ce qui nous concerne. Et puis, une fois qu'une lettre d'intention a été signée avec la cible, qu'on s'est mis d'accord avec sur une valorisation, le management du SPAC, les sponsors, vont revenir vers les actionnaires du SPAC, ceux auprès de qui ils ont levé les fonds dans le cadre de l'IPO du SPAC, à l'étape d'avant. Le management du SPAC va demander aux actionnaires du SPAC d'approuver la fusion. Avec la possibilité, si les actionnaires du SPAC refusent d'approuver la fusion, de se faire restituer leur mise qu'ils ont mis dans le cadre de l'IPO. Donc ça, on parle de rédemption. Admettons que la fusion est approuvée, donc on avance. Le SPAC absorbe la cible. Les actionnaires de la cible deviennent les actionnaires du SPAC. La cible est dissoute. Et finalement, la cible qui a été absorbée dans le SPAC hérite au résultat de l'opération d'une cotation, du cash qui a été levé par le SPAC dans le cadre de son IPO. Et puis numéro 3, généralement, il y a également une levée de fonds complémentaire qui est faite au closing de la fusion, qui permet en fait de vraiment s'assurer que l'entité combinée aura suffisamment de cash pour opérer moving forward. Donc en espérant que je ne vous ai pas perdu, il y a Émilie qui fait la gueule. Non, absolument pas, je suis très concentrée. Si j'ai bien compris, la cible n'a pas sa propre IPO, mais bénéficie de l'IPO. Exactement. En exactement. fusionnant Alors, avec celle je suis absolument ravi. C'est pas une info, Lisa. Je suis absolument ravi. Elle essayait de me montrer qu'elle avait. Elle est première de la classe, je le vois. C'est bien. Non, ce qui est intéressant, c'est que du coup, je vous disais, IPO, c'est vraiment un process de droit boursier, gouverné principalement par le droit boursier. Le SPAC, en fait, c'est la même chose qu'une IPO. Hein. Il y a aussi il y a surtout des contraintes de droit boursier, mais c'est aussi une opération de M&A, puisque le SPAC absorbe la cible. Et donc, en fait, vous avez le beurre et l'argent du beurre, en tout cas pour les directeurs juridiques, les avocats et puis tous les autres conseils. Généralement, une IPO, c'est à peu près ce que vous pouvez faire de plus dur comme conseil ou comme directeur juridique, comme opération. Là, au cas d'espèce, non seulement vous faites une IPO, mais vous faites en plus une grosse opération de M&A à plusieurs centaines ou plusieurs milliards d'euros. Donc voilà, pour le petit résumé. Tu peux devenir prof à la fac, c'est bon. Bon. Pour répondre à ta question, nous, notre SPAC était avec une société qui s'appelait Interprivate 2 Acquisition Corp. Est-ce qu'il faut toujours qu'il y ait 2 dans le nom du SPAC, visiblement? Apparemment, c'est une règle. Je crois que en France, en tout cas. Ou en tout cas pour être dans cette interview ce soir. En fait. Alors, c'est particulièrement à propos, puisque il y a eu 2 des SPAC en France
en 2022 par des SPAC français sur des cibles françaises. Les SPAC s'appelaient I2PO pour Deezer et 2MX pour la cible Tetra, je crois. Et effectivement, Getaround, qui est légèrement différent, puisque la cible est française, mais le SPAC est coté au NICE, je crois. Mais effectivement, pour faire un DSPAC d'une société avec une société française, il faut un 2. Bon, apparemment, c'est avec du succès. Donc, du coup, vous voulez réussir un SPAC, vous mettez 2 dedans, et puis en fait, après, c'est finalement assez facile. Oui, donc, ta question, c'était sur l'activité. Juste pour info, Interprivate, qui est mené par Ahmed Fatou, qui est assez connu dans le secteur de la private equity et de l'asset management, et qui était avec lui, avec des investisseurs, d'anciens entrepreneurs, tant financiers que tech. Leur objectif, c'était d'avoir une cible qui était... C'était un peu large, mais c'était beaucoup fixé autour de la mobilité, tout ce qui était aussi les services pour les consommateurs, le e-commerce et puis de la technologie, et idéalement une technologie rupturiste. Donc en fait, on remplissait toutes les cases parce qu'avec notre technologie et l'univers de la mobilité, on était la cible. Voilà. En tout cas... Parfaite, mais oui, bien sûr, parfait. Et je te remercie au passage pour ce non-anglicisme. Je viens d'apprendre qu'on pouvait ne pas dire disruptif en faisant mal à la langue française et en utilisant le terme de rupturiste. Rupturiste, voilà, c'était le... Ou innovant. Nadège, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la façon dont on se prépare pour une IPO ? Oui, je vais rester un peu dans la même veine de ce que j'ai dit précédemment. Il faut passer par une grosse phase de travail d'analyse, de compréhension des enjeux de l'entreprise, de ses risques, les quantifier, comprendre vraiment chacun des métiers. Donc, on va se préparer comme ça. C'est comme ça qu'on va pouvoir aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, préparer cette due diligence, préparer la documentation, négocier avec le SPAC et nos différents interlocuteurs. Mais pour le préparer, je dirais aussi qu'il faut passer par une grosse phase de priorisation. En fait, alors, on s'en doute, c'est un énorme projet en plus de la masse courante qui est pas forcément négligeable non plus au départ. Oui, parce que tout ne s'arrête pas pendant que tu prépares ton IPO. Non, exactement. Donc, c'est un peu tout le problème. On est dans un environnement qui est hyper mouvant, en grosse croissance. Il y a plein de projets à soutenir. Et donc, forcément, une journée ne fait que 24 heures. Donc, un peu moins si tu essaies de dormir. Un peu moins. Ouais, j'arrête, je compte plus. Mais effectivement, on se retrouve limité. Donc, se préparer, c'est passer par ce travail-là de priorisation, quitte à faire un peu plus de coupe, si les circonstances le justifient, et aussi... je pense aussi regarder un peu les process qu'on a, les outils, les process, parce que souvent, il y a plein de choses qui fonctionnent bien, mais on sait que c'est perfectible, puis on perd tous un peu de temps à droite, à gauche. Mais on a appris à fonctionner avec, sauf que là, en fait, on ne peut pas fonctionner avec. C'est juste ingérable de faire les deux. Idéalement, on se prépare à une IPO en faisant grossir l'équipe, sauf que... statistiquement, je ne sais pas, Rémi aura peut-être une autre histoire, mais dans mon cas, il n'y a pas eu de croissance de l'équipe. C'est aussi parce que souvent, on est dans une phase intermédiaire où il va y avoir une autre levée de fonds, donc on ne va pas croître tout de suite sur certaines fonctions support. Et donc, faut un peu perdre du temps pour en gagner. Il faut oser passer par cette étape-là, de se dire, ça fonctionne, mais c'était pas idéal. On arrête. Où est-ce qu'on peut trouver du temps et en gagner? Et souvent, on est un peu réfractaire à faire ça quand le deal se lance, parce que là, c'est tout feu, tout flamme. Mais il faut absolument le faire. C'est comme ça qu'on se prépare, je pense. En plus, effectivement, au fait d'être... on est accompagné par des équipes en externe. Mais en interne, ça, c'est ce que je dirais. Non, je pense qu'il faut... bien travailler l'organisation de son équipe en amont. Je pense que c'est vraiment un travail. Si le projet d'introduction en bourse, qui prend typiquement une année, c'est le temps T, je pense qu'il faut
il faut commencer à réfléchir à l'organisation de sa direction juridique 1 an avant ce moment T pour vraiment essayer de construire quelque chose qui fait du sens. Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir une direction qui m'a suivi sur ma demande de recrutement. Donc, on a vraiment recruté quelqu'un de ad hoc sur ce projet-là. On avait quand même de l'activité transactionnelle par ailleurs, du M&A. Donc, cette personne-là a pu rentrer dans le groupe en faisant du M&A, en montant sur le projet quand il s'est matérialisé. Et puis désormais, c'est une personne qui nous aide, qui s'est reconvertie entre guillemets sur le droit boursier. Mais c'est important de faire ce recrutement en fait en amont parce que le travail de la direction juridique dans le cadre d'une IPO, c'est notamment du travail de coordination avec les différentes parties prenantes, que ce soit en interne, les différents départements, notamment pour construire le prospectus ou aller chercher de l'information auprès du produit, auprès des RH, auprès de la finance, entre autres. Et puis c'est aussi un gros travail de coordination vis-à-vis des parties prenantes externes, donc les avocats par définition, mais surtout les actionnaires. Et en fait, donc, il est absolument essentiel que le recrutement que vous faites en amont d'une introduction en bourse soit fait suffisamment en avant pour que cette personne crée des liens de confiance forts avec ces parties prenantes-là, internes et externes. Il y a un deuxième sujet en termes d'organisation de l'équipe qui me semble important de flaguer, c'est... on y reviendra, je crois, mais dans le cadre du pitch des cabinets d'avocats, j'invite les candidats à l'IPO à demander à leur conseil qui pitch d'indiquer si un détachement pourrait être possible si la direction juridique en ressent le besoin. C'est pas quelque chose que vous avez envie de faire en dernière minute, et surtout si vous incluez cette option-là dans votre pitch, vous pouvez peut-être avoir des conditions meilleures que si vous le faites en dernière minute, et puis ça permet peut-être aussi au cabinet de s'organiser en fonction. Dernier aspect pour la préparation de l'IPO, moi, je pense que l'introduction en bourse, il ne faut vraiment pas la voir comme une contrainte, comme un moment pénible à passer. C'est au contraire vraiment une opportunité absolument formidable pour le directeur juridique de se positionner dans la boîte au moment de l'introduction en bourse, et surtout d'ancrer son positionnement pour les années à venir, une fois que la société sera cotée. Donc, pareil, dans le cadre de cette préparation, si le directeur juridique doit avoir un positionnement stratégique dans l'opération, il faut, c'est Nadège qui en parlait plus tôt, il faut... les actionnaires vont vouloir parler au directeur juridique. Ils ne voudront pas avoir autre chose ou un autre membre de la direction juridique, désolé, que le directeur juridique. Et par ailleurs, comme le disait Nadège, il y a le run de la direction à animer. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Et pour moi, il n'y a pas de meilleur moment que une préparation d'IPO pour nommer un député de GC si c'est une ressource que vous avez en interne et qui vous soulagera. C'est aussi une façon de promouvoir les talents en interne. Donc voilà pour ce sujet-là. Ouais. Moi, je voulais rebondir, Nadège, sur ce que tu disais sur les process, sur l'organisation. Ce qu'on constate beaucoup en termes de legal operation chez Calam, c'est qu'effectivement, les entreprises qui sont en train de préparer une IPO, la direction juridique, et comme tu le disais, Rémi, devient vraiment un interlocuteur très privilégié des investisseurs et des actionnaires potentiels et des actionnaires plus tard. Et à ce titre-là, l'organisation structurelle et fonctionnelle de la direction juridique devient vraiment un levier de la valorisation de l'entreprise. Et puisque avec l'IPO, il va y avoir forcément de fait, en tout cas on l'espère, une croissance du business, il faut qu'on ait une robustesse incroyable de la direction juridique à l'instant T
pour qu'on anticipe, qu'elle puisse supporter un business qui va avoir une croissance exponentielle. Et donc, c'est d'où l'importance d'avoir des workflows qui soient bien mis en place, une organisation structurelle et efficace, et également une organisation contractuelle un peu robuste. Donc, je suppose qu'on ne peut pas se lancer dans une IPO si on n'a pas d'organisation contractuelle, des process qui soient écrits, standardisés. Vous avez eu cette même expérience-là? Vous l'aviez, vous? Ou alors vous ne l'avez pas eu et vous le regrettez? Non, enfin, moi je l'avais. En fait, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est effectivement, ça paraissait tellement évident. Il faut être hyper robuste sur ces sujets-là. Il y avait beaucoup de choses. Je crois que c'est aussi, ça peut être l'occasion de poser certaines choses à plat et de s'améliorer. Après, c'est des deals qui sont longs. Le SPAC, je ne sais pas combien de temps ça a duré. 2 ans à peu près. Oui, c'est ça. On a le temps de regarder ces process de temps en temps et de se poser des questions. Mais en fait, après, je ne sais pas quelle est la poule et l'œuf. Parce que pour pouvoir gérer ça et que le SPAC ait lieu, il faut être structuré. Et je pense aussi que si le SPAC continue à avancer avec vous, c'est qu'il voit que c'est solide. Mais il faut aussi être solide pour pouvoir tenir la route jusqu'au bout. Donc oui, c'est indispensable. Il y a des choses qui ont été améliorées au cours du chemin, mais il y avait beaucoup de choses qui avaient déjà été mises en place. Donc c'était plutôt, je dirais, un peu des ajustements, ou en tout cas il y a de l'ajustement, et puis idéalement on utilise ce temps-là pour avoir un peu le temps d'avance pour mettre en place ce qui sera nécessaire après. Ça c'est plus difficile en termes de disponibilité de temps. Donc peut-être que si ça s'est si bien passé chez vous, c'est parce que vous aviez une certaine robustesse des process et de l'organisation de ta direction juridique. Ah oui, tout à fait. J'aime bien me dire ça aussi. Est-ce que on peut dire que vous avez un vrai avant-après IPO, ou est-ce qu'il y a eu des réelles modifications dans votre gestion quotidienne de la direction juridique après cette entrée en bourse? Alors non, je pense pas qu'il y a un avant et un après, puisque l'équipe est là, et justement la personne qu'on avait recrutée, Eugénie, pour nous aider sur le transactionnel de manière très naturelle, mais enfin c'était anticipé dès le moment de son recrutement en réalité, à transitionner vers notamment le droit boursier. Donc l'équipe reste la même, et voilà. Après, moi je note 2 mouvements, je dirais. Il y a un premier mouvement où il va y avoir des compétences qui vont traditionnellement gérées par la direction juridique dans un contexte non coté, qui vont quitter le giron. Alors il n'y a pas de règles gravées dans le marbre, mais c'est vrai que chez Deezer, en tout cas, quand on était une société privée, la direction juridique était le principal interlocuteur des actionnaires. Post-IPO, toutes les sociétés recrutent un investor relation, et du coup, on ne coupe pas les ponts avec les actionnaires, mais effectivement, il y a ce premier filtre de l'investor relation. Le deuxième transfert de compétences auquel je peux penser, c'est par exemple l'intéressement des salariés au capital, qui, dans beaucoup de nos sociétés, est géré à titre principal par la direction juridique, avec les inputs, bien entendu, des RH. Là, la logique, je pense, est plutôt inversée une fois que tu es dans un système coté, où tu vas souvent avoir des ressources de RH plus seniors, plus spécialisées, type Compensation and Benefits Manager, qui du coup va vraiment être lead sur le sujet d'instruments d'intéressement au capital, avec la direction juridique qui n'est plus que contributeur, entre guillemets. Donc ça, c'est un premier mouvement de transfert de compétences de la direction juridique à d'autres directions. Et puis, il y a un deuxième mouvement qui est au contraire la création de nouvelles compétences. Donc, bien évidemment, le droit boursier. Et puis également, je pense à la gouvernance. Même dans les sociétés, les licornes les plus sophistiquées, je pense à celles avec des actionnaires anglo-saxons de renom, qui ont des gouvernances sophistiquées. On est très en deçà des attentes d'administrateurs d'une boîte cotée. Donc effectivement, nous, on a vraiment eu, en termes d'attente,
on a vraiment ressenti qu'il était nécessaire de mettre les ressources pour faire un vrai step-up en termes de gouvernance, d'organisation, de préparation et de tenue des conseils d'administration. Dans mon cas, ça n'a pas fait de changement majeur hyper palpable. C'est pas la révolution, mais alors, aussi parce que en 2019, on était passé sous le giron de cette société américaine avec finalement un deal qui était plus gros, beaucoup plus pressurisant dans un sens, parce que vous avez une attente qui est plus forte quand vous avez un privé qui décide de mettre plusieurs centaines de millions de dollars dans une entreprise pour l'acheter, comparé à une introduction en bourse où le type d'acteur, en tout cas, et la mécanique est différente. Donc, on était déjà passé par une phase assez forte en termes de changement, mais ce que ça change quand même, je dirais que déjà, il faut accompagner les équipes. Ça mène aussi à des questionnements où la communication est absolument clé. Et il faut aussi les former. Enfin, il faut accompagner tout le monde, même s'ils ne sont pas directement impliqués. Et puis ce travail de formation sur certains aspects assez techniques, c'est indispensable. Puis je trouve aussi qu'il y a quelque chose qui se joue beaucoup autour de la communication. Ce qui, la veille, pouvait être un post LinkedIn simple, devient quelque chose à enjeu parce qu'on est une société cotée. Donc, en fait, il y a plein de choses. Il faut faire extrêmement attention à la manière dont on communique. Et en même temps, avec cet énorme paradoxe de devoir divulguer beaucoup plus qu'avant. Donc, et quand je parle, enfin, je laisse de côté le fait que, en plus, on a des reportings à faire au marché boursier qui sont très importants. On a tous les trimestres, il y a des choses qui sont mensuelles, d'autres trimestrielles. Donc, ça, c'est une partie vraiment technique, mais ce paradoxe de la communication, moi, c'est peut-être l'une des choses qui me frappe le plus aujourd'hui, parce qu'on se retrouve à jongler et on cherche encore, pendant quelques temps, on cherche un peu le bon curseur. Je trouve que ça sert. Et notamment, si je peux me permettre, Nadège, également sur je pense que la direction juridique, beaucoup plus que dans une société privée, la direction juridique a vraiment un travail de communication interne, de pédagogie à faire quand tu es une société. Une fois que tu es une société cotée, je pense notamment à la réglementation boursière en matière de délit d'initié, où effectivement il y a beaucoup à nouveau de communication et de pédagogie au niveau global au sein de la société, et puis également sur des forums plus restreints, donc de la formation au board, de la formation au COMEX, et puis de la formation un peu tailor-made selon les populations à qui on va effectivement dispenser ces formations. Et puis c'est vrai que de manière générale, une fois coté, il y a beaucoup de sujets qui vont devenir sur lesquels on va devoir être plus bulletproof. Donc par exemple, je pense à la compliance, où effectivement on va attendre de nous d'être beaucoup plus proactifs, de prendre beaucoup plus la parole en interne. Donc je pense qu'il y a cette dimension presque... la direction juridique prend vraiment une dimension presque institutionnelle une fois que la société est cotée, beaucoup plus que quand on est dans une société privée, où en plus, quand la société est privée, finalement la direction juridique elle est avant tout en support du business et de la création du résultat, quoi. Une fois qu'on est coté, l'idée c'est vraiment faut aussi être là pour de manière extrêmement visible être présent et montrer qu'effectivement la société est best in class sur les sujets réglementaires et de compliance interne. Ouais. Mais tu peux avoir aussi un impact selon qui t'a racheté, avec qui tu t'es spacké. C'est un peu le... Oui. Alors depuis 2019, on était déjà avec des anglo-saxons, donc on est resté avec eux. Mais ça peut être aussi une bascule supplémentaire quand le SPAC a lieu avec des anglo-saxons qui vont avoir une appréhension du risque et de la communication qui est aussi pas toujours la même que celle des Européens ou des Français. Ça peut jouer aussi.
Alors, dernière partie de l'épisode et dernière question pour vous, Rémi et Nadège. C'est le moment de passer au DJ à DJ. DJ à DJ, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, comme Catherine Sellac, avec Dos à Dos, on a voulu créer notre propre DJ à DJ. Vous avez chacun préparé 3 questions à vous poser du tac au tac. C'est à vous. Bon, Rémi, c'est quoi ton plus beau souvenir de cette période ? Écoute, non, la cérémonie de la cloche, je n'étais pas à Euronext de manière tout à fait volontaire, puisque le 5 juillet, c'est l'anniversaire de mon fils. Et donc, je pense que c'était une période, les 2 dernières années, qui ont été extrêmement intenses sur le plan pro et perso. Et je suis vraiment très content de ne pas avoir transigé sur ce point-là. À vrai dire, on m'a beaucoup... je suis pas sûr que ça a été compris par tous les stakeholders en interne, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'investissements et que c'était un peu la réalisation de beaucoup de choses, cette cérémonie de la cloche en présence de Bruno Le Maire notamment. Mais effectivement, pour moi, c'était absolument essentiel que d'être aux côtés de mon fils pour son anniversaire, et je suis vraiment content de ne pas avoir transigé sur cet événement-là. Et en revanche, d'avoir effectivement vécu la cérémonie de la cloche depuis le lieu où mon fils a fêté son anniversaire. Je comprends. Eh ben, je te retourne la question, du coup, ton meilleur moment. Ce serait pareil, c'est le jour de la cérémonie d'entrée en bourse. Alors la cloche, pour ceux qui se demandent, on sonne une cloche quand on entre en bourse. Et c'était à New York, et c'était avec le dirigeant de Get Around en Europe et avec toute l'équipe de direction américaine. Et c'est un moment qui est assez incroyable. Alors, les Américains savent faire ça vraiment très, très bien. On était sur l'estrade, et puis on est au-dessus de la salle des ventes. On signe le Wall of Fame. Enfin, c'est assez incroyable comme moment. Donc, ça restera bien gravé dans ma mémoire. Quel conseil tu donnerais à un juriste qui veut devenir directeur juridique ? Je pense qu'il y a nos métiers sont tellement riches que pour moi c'est compliqué de te répondre par un conseil. Il y a un aspect sur lequel moi j'attirerais l'attention ou le focus, c'est l'intégrité. Et si je raisonne par analogie avec un avocat, les juristes au sens le plus générique du terme, donc juristes, avocats, magistrats, on a vraiment l'éthique ancrée au plus profond de nos études. On a par définition la déontologie pour les avocats, mais pour moi, la particularité, la différence entre un juriste et un avocat, c'est qu'un juriste, contrairement à l'avocat qui, lui, est systématiquement placé à l'extérieur de l'organisation qu'il conseille, un juriste peut être beaucoup plus facilement, entre guillemets, ou en tout cas peut se retrouver dans des situations de parti pris ou de conflit d'intérêts. Et effectivement, la recommandation que je formulerai, c'est de ne jamais transiger avec son intégrité et de vraiment placer l'intégrité au cœur absolument fondamental de ses valeurs professionnelles. Quelles sont les particularités d'une IPO aux US par rapport à une IPO en France ? Bonne question. C'est fondamentalement la même chose. Les grands principes vont être les mêmes. Les grandes étapes et le déroulé avec des échanges de documents, différents jeux de balles avec l'autorité. Mais essentiellement, la différence avec New York, c'est que dès le premier round d'échange de documents, il est public. Donc, on est sur une vigilance accrue, on va dire, dès le démarrage, autour de ce qu'on communique, aussi parce que ça veut dire que c'est public pour tous les investisseurs, pour les salariés, pour absolument tout le monde. Donc, ça rajoute un enjeu un peu particulier et une forme de, on va dire, presque de tension dès le démarrage du projet.
quelles recommandations tu ferais par rapport au choix d'avocats, des avocats qui accompagnent l'entreprise dans le cadre de l'IPO? Ouais. Donc, par définition, c'est, je pense, une question absolument essentielle, tant le... Enfin, il y a une particularité entre une IPO et un deal de M&A, par exemple, c'est que l'IPO, elle ne peut pas être faite par les avocats. Mais vraiment, l'IPO, elle est faite entre les avocats et la direction juridique, qui va à nouveau avoir un rôle absolument propre qui ne pourra pas simplement être sous-traité aux avocats. Donc le choix du cabinet d'avocats, il est absolument majeur. Et ma recommandation vraiment importante, c'est de vraiment faire un beauty contest. Même si on connaît son cabinet d'avocats, faire un beauty contest, ne serait-ce que pour vous forcer à déterminer quelles sont vos attentes vis-à-vis par rapport à votre choix de conseil. Ça va vous permettre de faire une scorecard, d'ailleurs voir ce que les autres cabinets vont proposer. Et finalement, même si vous gardez le cabinet auquel vous pensiez in the first place, j'allais dire, au moins, ça aura nourri votre réflexion. Après, il y a vraiment des questions de personnes. Un cabinet d'avocats, il y a plusieurs niveaux de seniorité. L'associé, le collaborateur junior, et puis probablement des strates plus intermédiaires. Et finalement, le dossier d'introduction en bourse, il va souvent être piloté par quelqu'un qui n'est pas associé, la personne qui va vraiment être l'avocat pivot, en fait, dans le cadre de l'opération, et qui va être l'alter ego du directeur juridique au sein du cabinet d'avocats. Cette relation-là, elle va être absolument, j'allais dire fusionnelle, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas, c'est une personne avec qui vous allez passer beaucoup de temps. Et donc, dans ce cadre-là, je pense qu'il est important qu'il y ait un vrai fit de personnalité entre l'avocat et la personne qui est destinée au sein du cabinet d'avocats à jouer ce rôle d'avocat pivot. L'illustration, c'est pas mal de personnes dans nos métiers qui sont un peu stressées. Si vous êtes stressé, c'est peut-être mieux de ne pas prendre un conseil qui soit nonchalant, j'allais dire, pour peu que ça existe. En revanche, si vous êtes... alors, je ne vais pas dire nonchalant, mais si vous aimez bien... si vous ne fonctionnez pas au stress, je ne suis pas sûr que ce soit nécessairement une très bonne chose d'avoir un avocat extrêmement stressé comme principal interlocuteur pendant 2 ans. Donc ça, c'est une considération également importante. Et puis, je pense aussi au staffing, de bien vérifier que le cabinet d'avocats va avoir le staffing nécessaire à tous les niveaux de seniorité, pas uniquement qu'au niveau de l'association. Vérifier que l'équipe qui va être assemblée par le cabinet soit bien dotée des profils qui vont bien au niveau des associés, des collaborateurs confirmés et juniors, et pas uniquement en marché de capitaux, mais dans toutes les matières en fait sur lesquelles le cabinet d'avocats a vocation à intervenir, c'est-à-dire à peu près toutes les matières que recouvre l'activité de la société à introduire en bourse. Et puis, non, j'ai pas d'autres éléments clés, mais en tout cas, c'est certain que c'est un point à vraiment traiter avec beaucoup d'acuité, le choix du conseil. Ouais. Comment est-ce que tu as pu lier des liens avec l'équipe américaine ? Et ouais,
créer de la confiance avec eux et sans être complètement aspiré, je dirais aussi par le décalage horaire et avoir une journée qui commence à 18h, une deuxième journée. Je dirais avant tout en reconnaissant qu'il y a un véritable écueil culturel. Il y a des points sur lesquels on a une méthode différente, une approche différente. Donc, forcément, il faut... plus on la prend en compte et plus on peut essayer de jongler autour de ces différentes visions. C'est même au quotidien une façon de travailler qui est très différente et je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, mais une autre appréhension du risque, beaucoup plus de tension autour des notions de communication, d'image, de visibilité, et puis avec un risque de litige accru en permanence. Donc c'est ne pas le minimiser, le prendre en compte pour l'intégrer, qui t'a montré que ça peut être différent aussi en Europe. Je pense que je suis aussi aidée par ma nationalité franco-américaine, donc peut-être que j'ai pu plus facilement me glisser là-dedans, mais pleinement prendre en compte cet écueil culturel pour mieux l'intégrer dans les échanges. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous, ou encore, comme nous, à inciter vos collègues à s'abonner à la série. Si l'épisode vous a plu, et quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, laissez-nous un commentaire, 5 étoiles ou un like. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous évoluez en direction juridique et que vous recherchez un accompagnement en Legal Operations, rendez-vous sur calam.fr, section « Demandez un rendez-vous ». Toute l'équipe de Calam prendra soin de vous pour faire briller votre direction juridique grâce au Legal Ops.